Bonjour, dans cette capsule vidéo, je vais présenter la première partie du chapitre 3 qui porte sur la résolution des programmes linéaires avec la méthode simplex. Alors, on a déjà vu dans le début du cours la partie modélisation et la partie résolution avec la méthode graphique. Dans ce chapitre, on va s'intéresser à la méthode présentée par Danzig en 1947 qui se base sur un calcul algébrique. Donc c'est une méthode qu'on présente sous forme de tableau, mais avant cela on va essayer de présenter une introduction algébrique des transformations faites sur le programme linéaire qu'on obtient à l'issue d'une modélisation. C'est une méthode qui donne la solution optimale et est basée sur des itérations, c'est-à-dire sur des étapes. Alors, je vais passer directement au rappel des généralités qu'on a vues au départ. Un programme linéaire, c'est une fonction linéaire à maximiser ou bien à minimiser qui s'écrit sous forme de C transposé X ou bien C1x1 plus C2x2 jusqu'à Cnxn, avec des contraintes sous forme de A1 x1 plus A1 2 x2 plus jusqu'à A1n xn supérieur ou égal ou bien inférieur ou égal à un second membre B. Et ainsi de suite plus pour les autres contraintes. Ce qu'on peut résumer d'une façon générale comme étant une écriture matricielle sous cette forme. Maximiser ou bien minimiser Z égale C transposé X avec AX inférieur ou égal ou bien supérieur ou égal à un second membre B. Dans cette partie du cours, on va utiliser des méthodes algébriques et on constate que lorsqu'on a des contraintes sous forme inférieure ou égale ou bien supérieure ou égale, cela peut poser des problèmes parce qu'on ne sait pas résoudre les inéquations, mais on sait résoudre des équations. Et pour cela, on fait appel à des transformations. Alors, avant de passer à une transformation, on définit une forme canonique d'un programme linéaire. C'est l'écriture de ce programme sous forme de maximiser Z égale à C transposé X avec AX inférieur ou égal à B. C'est-à-dire qu'on a cette situation là. Donc si on arrive à écrire le problème sous cette forme, cela veut dire qu'on a rédigé le problème sous forme canonique. Donc la clé de cette forme, c'est justement avoir une fonction à maximiser et avoir des contraintes sous forme de inférieur ou égal. Bien évidemment avec des variables positives. Donc, si on a une fonction à minimiser, il suffit de multiplier cette fonction fois moins 1 pour obtenir la fonction moins f à maximiser. Et si on a des contraintes sous forme de supérieur ou égal, il suffit de multiplier fois moins 1 encore une fois pour avoir inférieur ou égal tout en gardant les variables positives. Exemple, j'ai la fonction suivante, ou plutôt le programme linéaire suivant, maximiser 6x1 plus 7x2 plus 8x3. C'est une fonction à maximiser avec les contraintes. La première contrainte se forme de inférieur ou égal, la deuxième contrainte et la troisième contrainte, ainsi que la quatrième contrainte. Ce que je peux simplifier comme Z égale à C transposé X avec AX inférieur ou égal à B. Où A est la matrice 4, 3, 4 lignes, 3 colonnes, qui correspond aux 4 contraintes. Le second membre B, ce sont les valeurs après le symbole inférieur ou égal. C, ce sont les coefficients de la fonction objectif. Et X, c'est le vecteur inconnu x1, x2, x3. De cette façon, j'ai rédigé mon problème sous forme matricielle. Et donc, on passe à la deuxième définition, c'est la forme standard. La forme standard consiste tout simplement à transformer les contraintes d'inférieur ou égal à des contraintes égales. Autrement dit, si j'ai un problème qui est rédigé sous forme de maximiser une fonction objective avec des contraintes égales et des variables positives, j'appelle ça une forme standard. Donc il faut faire la différence entre la forme standard et la forme canonique. C'est que la forme standard, dans la forme standard, on a AX égale à B, alors que dans la forme canonique, on a AX inférieur ou égal à B. Inférieur ou égal à B. Donc, j'ai besoin de transformer mon problème. Si elle est rédigée sous forme de contrainte, sous forme d'inégalité, à des égalités pour obtenir la forme standard.
Et pour cela, j'utilise les transformations mathématiques suivantes. Donc pour passer de min à max, il suffit de multiplier fois un 6 moins. Ce qui fait que minimiser une fonction f, on revient à maximiser moins f. Ça c'est la première règle. Deuxième règle, si on a ax supérieur ou égal à b, il suffit de multiplier fois un 6 moins pour avoir inférieur ou égal. Comme ça, on a la forme canonique. Et si on a ax égal à b, ben je peux remplacer par ax inférieur ou égal à b et ax supérieur ou égal à b, les deux, pour avoir toujours des inégalités que je peux transformer pour avoir une forme canonique. Et si on a ax inférieur ou égal à b, je peux rajouter une quantité y à ax, c'est la partie la plus faible, et avoir l'égalité. Et cette quantité y, elle est bien évidemment positive. C'est ce qu'on appelle, ou bien c'est ce qu'on va appeler par la suite variable d'écart. C'est tout simplement l'écart. Si vous regardez bien, b égale à, plutôt y égale à b moins ax. Donc il est forcément positif puisque b est supérieur à x. Pour la cinquième transformation, si on a ax supérieur ou égal à b, donc il faut retirer quelque chose de positif de ax, puisqu'il est plus fort, plus grand. Et donc je retire une variable y, aussi c'est l'écart. Et l'avant-dernière transformation, si on a des variables négatives, il suffit de considérer un changement de variable avec moins x qui est positif, et donc on a la variable, il devient moins x qui devient positif. Ici on a x quelconque, je peux remplacer x par x plus et x moins avec x plus positif et x moins positif, et ils sont définis de la sorte suivante, c'est-à-dire c'est le max entre x et 0 et x moins c'est le max entre moins x et 0. C'est-à-dire je prends la partie positive quand x est positif et je prends moins la partie négative quand x est négatif. Et donc je constate que tout programme linéaire peut être écrit sous forme canonique et sous forme standard moyennant ces transformations qu'on a vues tout à l'heure. Donc c'est-à-dire n'importe quel programme, je peux l'écrire sous les deux formes sans problème. Le passage entre la forme générale et la forme canonique et la forme standard se fait en moyennant les transformations utilisées et bien citées tout à l'heure. La forme canonique, c'est ce qu'on utilise en général pour la résolution graphique, et la forme standard, c'est ce qu'on va utiliser par la suite pour la méthode simplex. Et donc on a besoin d'écrire tout problème sous forme standard pour introduire la notion ou bien l'algorithme simplex. On va rajouter à cela une condition nécessaire, c'est que le second membre doit être positif. On va expliquer par la suite pourquoi on doit s'assurer que le second membre doit être positif. Alors regardons un exemple. Si j'ai une fonction à minimiser avec des contraintes sous forme de supérieur égal, inférieur égal et égal. Première transformation, c'est que je dois multiplier cette fonction fois un signe moins pour avoir une contrainte sous forme de maximiser, plutôt une fonction objective sous forme de maximiser. Et donc ça va me donner maximiser moins 5x1 plus 3x2. Deuxième contrainte, il est sous forme de supérieur ou égal. Et donc je dois retirer une variable d'écart que j'appellerai x3. Et donc ça fait x1 moins x2 moins x3 égale à 2. Donc j'ai passé de supérieur ou égal à égal. Deuxième contrainte, j'ai 2x1 plus 3x2 inférieur à 4. Donc je dois rajouter quelque chose. Donc je rajoute x4 comme variable et j'ai l'égalité. Et à la fin, j'ai une troisième contrainte sous forme de égal. Donc je vais la garder intacte puisqu'elle est déjà sous forme de égal, sous forme d'équation. Et donc j'obtiens ainsi une écriture sous la forme standard de mon problème. D'accord? Alors, pour résoudre ce problème, donc je reviens un petit peu en arrière, et donc maintenant j'ai un système linéaire. Donc je dois résoudre ce système linéaire qui représente les contraintes. Donc je sais le faire algébriquement parce qu'on a appris à la résolution des systèmes linéaires dans les cours précédents, mais avec un objectif, c'est toujours maximiser ou bien respecter la fonction objectif. Donc pour cela, je vais considérer certaines notions algébriques. Première chose, c'est qu'on constate que le système AX égale à B est un système linéaire sous-déterminé. C'est-à-dire qu'on a souvent un nombre d'inconnus plus grand que les équations. Par exemple, ici, vous avez 4 inconnus pour 3 équations. Et donc, c'est un problème sous-déterminé, ce qui fait que la matrice, elle est rectangulaire, et donc je ne peux pas parler d'inversibilité de la matrice. Pour cela, je dois calculer le rang de la matrice.
Je rappelle que le rang de la matrice est justement la taille de la plus grande sous-matrice inversible de A. C'est la taille de la plus grande sous-matrice inversible de A. Donc la taille, quand on a une matrice de type ou bien de taille Mn, le rang de la matrice A est au maximum M. Dans ce cas-là, en général, c'est M. Et donc, on doit déterminer une partie de la matrice qui va jouer le rôle d'une base et les variables correspondantes vont jouer le rôle de la partie base et le reste, c'est du hors base. Alors, c'est quoi une base? On appelle base toute sous-matrice carrée inversible de A. Toute sous-matrice carrée inversible de A. C'est-à-dire, il faut trouver une sous-matrice de A inversible. Et puisque le rang de A est égal à la taille à M, ça veut dire que la taille de cette matrice carrée B, elle est de taille MM. Et donc, les variables correspondantes, ce sont les variables qu'on va calculer en fonction des autres, c'est-à-dire du reste, les variables qui restent. Et donc, la partie restante, c'est ce qu'on appelle les variables hors base, et c'est ce qu'on va faire passer du côté du second membre. Ce qui fait que ça fait une séparation au niveau de la matrice en deux parties. Prenons un exemple. Si je considère le système suivant avec deux équations à 4 inconnus, donc je ne peux pas trouver une seule solution parce que il y a une infinité de solutions. Et donc ce système AX égale à B, matriciellement s'écrit sous cette forme. Donc par exemple, je ne peux pas calculer x2 et x3 en fonction de x1 et x4. Pourquoi? Parce que la sous-matrice correspondante à x2 et x3, c'est la matrice 1, 2, 1, 2, est une matrice non inversible car le déterminant est nul. Et donc du coup, je dois trouver une sous-matrice inversible. Par exemple, ici, on a choisi la deuxième colonne et la quatrième, pardon. Dans ce cas-là, j'ai la matrice 1, 2, 1, 3. Cette matrice-là est de taille 2 et est inversible. Donc son rang est maximal, c'est-à-dire 2. Et donc il admet une matrice B-1 inverse. Et donc ça veut dire que je peux calculer x2, x4 en fonction de x3 et x1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais passer les variables de l'autre côté et je peux calculer cela. Mais ce n'est pas le seul choix existant. C'est-à-dire je peux avoir d'autres choix. Par exemple, si je reviens toujours à mon système, je peux choisir par exemple x1 et x2 en fonction de x3 et x4. Ou bien x1 et x3 en fonction de x2 et x4 et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choix, il y a pas mal de possibilités, mais on doit faire un choix. D'accord? Donc c'est ce qu'on explique dans cette remarque. En appliquant ce choix-là, je calcule la matrice B-1, elle est là, donc c'est 3 moins 2 moins 1, 1. Et donc ce qui permet d'avoir AX égale à B, équivalent à B-1 AX égale à B-1 B. En faisant le calcul numérique, j'obtiens B-1 A est égal à la matrice moins 2, 1, 2, 0, 1, 0, 0, 1, et B-A B, ça fait 1, 0. Si je remplace cela dans le système, j'obtiens tout simplement x2 égale 1 plus 2x1 moins x3 et x4 égale à moins x1. Et donc j'ai obtenu x2 et x4 en fonction de x1 et x3. Autrement dit, si on donne une valeur à x1 et x3, on obtient une valeur à x2 et x4. Et comme ça, on résout les systèmes linéaires de problèmes sous-déterminés. Alors, cette séparation permet d'avoir une généralité, ou bien plutôt l'écriture de la matrice A sous forme de base et non-base. Ce qui fait que le vecteur x s'écrit sous forme de xb et xn, c'est-à-dire les variables de base et les variables hors base. Cela revient à dire que ax égale à b, c'est b fois xb plus n xn est égal à b. Ce qui est équivalent à xb, les variables de base, est égal à b-1b moins b-n xn, car b est inversible. Et c'est ça la notion clé, c'est-à-dire qu'on a choisi une matrice b telle qu'elle est inversible. Ce qui permet d'avoir xb en fonction de xn. Et donc c'est ça l'objectif de tout ce calcul. Ce qu'on va rajouter à cela, c'est qu'on va dire que cette solution, ou bien on appelle solution de base, associée à la base b, la solution particulière obtenue lorsque xn est nul.
Et donc si xn est nul, cela revient à dire tout simplement que xb est égal à b moins 1b. D'accord? Et donc une solution est dite réalisable si b moins 1b est positif. Autrement dit, si xb est positif. Ça veut dire quoi réalisable? Ça veut dire qu'elle répond aux contraintes de positivité de notre programme linéaire. Alors je rappelle que dans notre programme linéaire, on a toujours x positif. Donc si les variables xb sont positifs, sachant que les xn sont nuls, cela veut dire que le vecteur x est supérieur ou égal à 0. Et donc la solution est réalisable. Et la solution est réalisable, autrement dit, elle est acceptable. Une solution de base est dite dégénérée si au moins une variable de base est nulle. Une solution de base est dite dégénérée si au moins une solution de base est nulle. Donc le vecteur xb admet au moins une composante nulle. Dans ce cas-là, on dit que la solution est plutôt dégénérée. D'accord? Donc l'objectif de notre problème, c'est justement de trouver la base b et trouver b-1 pour trouver la solution d'un système linéaire de ce genre. Et dans ce cas-là, on a une solution de base simple en considérant tout simplement xn nul. Si dans ce cas-là, on a automatiquement la valeur de xb. Bien. Donc ça, c'est la partie, on va dire, transformation nécessaire pour obtenir une solution dite solution de base. On va voir par la suite dans une capsule suivante comment on va utiliser cette notion pour la résolution d'un programme linéaire.